Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons les directeurs commerciaux France Benelux de Tink, Mathieu Perret sur la partie paiement et Camille Demary sur le secteur banque et assurance. Nous allons parler de l'ascension fulgurante de Tink, plateforme européenne d'open banking, sur ses deux marchés de prédilection que sont le paiement et la data, de son rachat par Visa en 2022, de la DSP3 et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Mathieu, bonjour Camille, bienvenue dans FinTech Club. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va parler aujourd'hui de Tink, donc je vais vous demander de commencer par vous présenter et ensuite on rentrera dans le vif du sujet et on essaiera de découvrir un petit peu ce que fait Tink aujourd'hui, quelles sont les actualités. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc Mathieu Perret, je travaille depuis 4 ans et demi chez Tink. J'étais le premier employé dans le bureau français sur la partie commerciale. Okay. Une époque où Tink en fait était une société suédoise qui se lançait à la conquête de l'Europe. Et voilà un développement qui a été assez fulgurant avec aujourd'hui un certain nombre de marchands avec qui on travaille à travers des partenaires PSP, d'institutions financières, des banques, des fintech comme ici à Station F, et le plaisir de faire partie d'un groupe comme Visa aujourd'hui qui nous donne les moyens de passer à l'échelle supérieure. Et voilà. Bon écoute, bienvenue en tout cas. Merci. Et Camille ? Bonjour Guillaume, et bonjour à tous, en tout cas ravi d'être ici avec vous. Donc pour ma part, j'ai en charge les banques et les établissements de crédit pour Tink, en France, en Belgique et Luxembourg. Et donc notre cœur de métier et notre positionnement, c'est vraiment autour de la donnée et le traitement de la donnée bancaire. Et je pense que ça va être notamment un sujet qu'on adressera aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est un peu le sens de la double invitation. 2 jambes pour Tink, une jambe data très banque et une jambe paiement, très fintech, très établissement de paiement, on en parlera aussi. Donc voilà, une complémentarité qui s'incarne. Le paiement et la data, j'ai bien retenu. Et donc pour revenir sur Tink, donc aujourd'hui Tink c'est une boîte qui a un peu plus de 10 ans, qui a été créée en 2012. Oui, alors il y a eu un vrai changement dans le business model de Tink. En fait, en 2012, c'était une application grand public de PFM, comme l'était Banking en France. Ouais, c'était une appli mobile pour gérer ses finances. Perso. Exactement, avec très vite en fait des institutions financières qui sont venues voir Tink en disant écoutez, vous avez une technologie qu'on aimerait avoir, et notamment un acteur comme ABN AMRO qui a racheté une partie de cette technologie en 2018, avant d'avoir un switch vers ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui a engendré le rachat par Visa, c'est-à-dire l'open banking, la DSP2, et ces 2 jambes incarnées aujourd'hui qui nous permettent d'être la première plateforme d'open banking en Europe aujourd'hui, connecté à 6000 banques sur du marché. Impressionnant, effectivement. Donc ce pivot s'est fait assez rapidement donc de cette solution d'appli mobile pour gérer ses finances personnelles vers une solution intégrée dans les environnements bancaires pour augmenter aussi la satisfaction des clients. Et donc il y avait déjà cet ADN data qui aujourd'hui a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Je crois qu'il y a eu pas mal de levées de fonds. Et je crois à chaque fois, on était sur du 80-90 millions de dollars dans cette période-là. Ouais, c'était une belle réussite en effet. Et je trouve que la croissance de Tink a été aussi une croissance du marché. Et on est arrivé à vraiment bien se positionner. C'est-à-dire pas uniquement sur de l'open banking, mais justement sur de la donnée. Et donc notre grosse différenciation, c'est qu'on arrive à couvrir l'ensemble en fait des besoins de nos clients. Et on nous voit d'ailleurs souvent comme vraiment un acteur uniquement open banking, mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est vrai que je pense que le fait d'avoir aussi une approche qui couvre l'ensemble des besoins de nos clients, et en tout cas sur la partie bancaire, le fait d'avoir eu cette stratégie grand compte depuis le début, de faire un focus vraiment pour travailler avec les plus grands établissements bancaires sur le marché, a porté ses fruits. Et dans ce sens, on a acquis effectivement la confiance du marché. Et voilà. Bien sûr. Pour revenir à ce que tu disais sur les levées de fonds, c'était assez incroyable. Tous les 6 mois, je suis rentré, il y avait une valorisation qui était à moins de 100 millions.
qui a fini par un rachat par Visa à 2 milliards. Ouais. Troisième plus grosse fusion-acquisition de la tech dans l'histoire en Europe. C'est impressionnant. C'est quand même pas rien. Et derrière ça, en effet, comme le disait Camille, un vrai switch, avec simplement une boîte qui faisait de la connectivité. Alors aujourd'hui, une boîte qui a une jambe très data pour les banques, sur des questions de crédit, d'expérience client, et aujourd'hui une vraie boîte de paiement, de compte à compte, qui est en train de se déployer à travers l'Europe, et peut-être demain sur d'autres géographies. Donc clairement, de belles perspectives. Alors, comment, pour faire un petit step back, comment vous définiriez l'open banking, l'initiation de paiement, le paiement instantané? Comment est-ce qu'on peut déjà faire la différence entre ces termes, pour être bien clair sur la mission de Tink et ce qu'elle apporte? Ouais, je pense que dans l'open banking, il y a toujours deux volets. Il y a le volet, effectivement, d'accéder à la donnée bancaire. Donc vraiment, j'accède à de la donnée brute. C'est de la donnée des individus et toujours avec le consentement de l'utilisateur. Précédemment, pour ce faire, on utilisait plus des technologies qu'on appelle dans le jargon un petit peu interne, screen scraping, reverse engineering, mais j'ai envie de dire peu importe, c'était en fait des solutions où on entrait le login et le mot de passe client directement dans un champ qui n'était pas ma banque. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, l'utilisateur est redirigé vers son application bancaire où il donne son consentement et ensuite ces informations bancaires sont partagées. Donc il y a vraiment cette partie, j'accède à la donnée bancaire en soi, et d'un autre côté, on a effectivement de l'initiation de paiement. Et l'initiation de paiement, c'est effectivement de l'initiation d'un ordre de virement. Et donc là, ici, ce qu'on va permettre, c'est d'automatiser pour l'utilisateur l'émission de cet ordre de virement en préenregistrant un certain nombre d'informations pour lui. Ouais. Pour compléter un peu ce que disait Camille, il y a deux axes importants qu'il faut garder en tête. C'est d'abord, c'est quand même partie d'une demande du consommateur qui avait, notamment par le cas d'applications comme celle qu'on a citée précédemment, envie d'utiliser ses capacités à connecter son compte ailleurs. Et derrière aussi, une réglementation européenne, la DSP2, bien sûr, qui a réglementé ça et qui a permis de standardiser cette approche à l'échelle de l'Europe. La DSP3 demain, qui est en train d'être discutée. Et surtout, aujourd'hui, en ce moment même, la réglementation sur le virement instantané, qui pousse les banques à proposer du virement instantané de manière obligatoire à leurs clients et demain de manière gratuite. Donc on a vraiment en effet plusieurs choses concomitantes qui sont en train d'émerger. Et on voit que c'est un écosystème qui va derrière vers plus de personnalisation pour le client. Parce qu'en fait, l'objectif demain, c'est que n'importe qui puisse partager sa donnée bancaire avec qui il souhaite pour ses applications ou faire des paiements comme il le souhaite. C'est vrai que pour une fois, vous avez été plutôt porté par les évolutions réglementaires. Et comme tu le disais à juste titre, encore tout récemment sur la partie virement instantané. Et l'arrivée de la DSP3 va vraiment dans ce sens de faciliter, d'ouvrir le marché. Donc ça doit plutôt vous aider, quoi. Je pense que c'est celui que tu connais bien de par votre casquette Verifone. Bien sûr, on connaît bien aussi. Voilà. Ouais, non mais écoute, intéressant. Et alors vous avez fait aussi des acquisitions. Alors j'avais noté Eurobits, Openworks, des plateformes d'agrégation principalement. Donc pour vous permettre d'être plus connectés, aussi plus internationaux. Je pense que ça venait d'un constat marché aussi qui avait en fait un marché extrêmement fragmenté dans l'open banking. On dit souvent d'ailleurs qu'il y a à peu près entre 500 et 600 TPP, et donc c'est vraiment des acteurs de l'open banking. Et relativement peu d'acteurs pan-européens à l'époque. Et avec un besoin, notamment des grands comptes, les PayPal et autres, qui avaient des besoins effectivement d'avoir cette connectivité à travers un maximum de pays. Et la stratégie de Tink, c'était vraiment de passer dans l'acquisition client pour avoir vraiment une connaissance locale marché, qui est très importante parce qu'on parle beaucoup d'open banking, des API DSP2. Après, il y a un taux de maturité qui est différent dans le marché. Et donc, ce qui est très important, c'est d'avoir aussi une expertise locale. Cette expertise locale, on l'a aussi, on l'accélère parce qu'effectivement, on rachète des acteurs locaux. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. Et c'est grâce à ça qu'on a pu effectivement se connecter assez rapidement avec les plus grands du marché. Dans l'univers du paiement, l'empreinte locale, les spécificités locales, c'est ultra important. très très fort. On ne peut pas avoir une approche trop globale généralisée. Tout à fait. Ça ne fonctionne pas.
Voilà, et il y avait 2 axes. Donc, il y a eu des marchés où on a fait cette croissance externe. Ouais. Il y a d'autres marchés où on a fait une croissance organique. La France en est un. On a très vite eu la chance d'avoir une boîte comme Lydia qui nous a fait confiance sur le marché, en nous confiant des flux d'agrégation de data qui, derrière, nous ont permis de construire le produit. C'est fondamental quand on a une boîte étrangère qui arrive sur un marché local. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir véritablement cette plateforme intégrée, une API pour toutes les banques, parce que c'est la force qu'on a. C'est d'avoir plus de 6000 banques. Voilà, plus de 6000 banques. Et je pense que c'était une force importante du succès de Tink, c'était d'avoir cette approche holistique européenne, sans pour autant négliger l'aspect local. C'est pour ça qu'on est là avec Camille, c'est pour ça qu'on a des équipes à travers l'Europe, et c'est ce qui fait qu'en Europe on peut marcher, parce qu'on a vu, et on a d'ailleurs un concurrent américain que je ne citerai pas forcément, qui a une approche commerciale en Europe, peut-être sans avoir de vrais bureaux locaux, c'est compliqué. Voilà. Bien sûr. Non. Et aujourd'hui vous êtes 600 à peu près, un peu plus de 600. Tout à fait. Donc quand même effectivement assez important, et vous communiquez sur plus de 10 milliards de transactions processées par an quand même. Voilà, ouais. En sachant qu'en fait, dedans, il y a toujours l'open banking qui est effectivement un moyen d'accéder à la donnée bancaire. Mais auprès de nos clients bancaires en direct, parfois nous envoient directement leurs propres données. D'accord. Donc effectivement, dans ces transactions bancaires, il peut y avoir aussi bien des données open banking que des données envoyées par nos propres clients. Ok. D'accord, et donc vous avez une mission bien différente l'un de l'autre, qui correspond, comme tu disais Mathieu, aux deux jambes un peu, aux 2 têtes pensantes de Tink, à la fois le paiement, vraiment une démarche en connexion directe avec tous les PSP du marché, et une approche plus data, et donc là, tourner plus vers les banques et les institutionnels. Donc est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans ce détail, donc, Mathieu, déjà avant si c'est la question, mais donc dans le cadre de cette mission qui était déjà celle-là quand tu as rejoint l'aventure Tink, donc il y a à peu près 4-5 ans, en tant que premier commercial en France, quelle a été donc ta démarche, ton approche par rapport au paysage concurrentiel de l'époque, et comment tu as construit justement petit à petit ce marché? Bien sûr, déjà c'est très simple, la première démarche, je me souviens toujours quand j'ai rejoint Tink, on avait un tout petit bureau à Paris dans le 8e près du Parc Monceau, dans un coworking. Ça va. Alors le lieu était bien, le bureau était modeste, mais je te le confirme. Et la réalité, c'est que donc, le premier jour on m'a donné un ordinateur, on m'a dit voilà, débrouille-toi. Et donc en fait la première chose que j'ai fait, c'était de créer les comptes sur Salesforce, puisqu'évidemment il n'y avait aucun compte français qui était créé sur Salesforce. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ma trace qui est un peu laissée sur le CRM de Tink, et j'en suis très, très fier. Le CRM Mathieu d'ailleurs. Le CRM Mathieu, exactement. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rejoint à l'époque, il faut quand même le répéter, il n'y avait quasiment aucune API DSP2 qui fonctionnait en Europe. Donc on a vraiment fait un long chemin, et ce long chemin se traduit d'ailleurs par la maturité de Tink et les 2 jambes qui sont incarnées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait moi au départ je vendais quasiment que de la data en réalité. C'est-à-dire que les API de paiement marchaient pas très bien. Donc en fait on a très vite pris ce prisme d'être sur la data, d'aller plus loin en effet que de la connectivité, de faire de l'enrichissement, de la catégorisation, voire même des problématiques de PFM et de Personal Finance Management. Donc ça c'était vraiment les premiers axes. Et après au bout, je pense, sur mon aventure chez Tink qui a bientôt 5 ans, au bout de 2 ans en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la volonté vraiment de créer aussi un vertical paiement fort, parce qu'on sait tous que le paiement c'est une expertise à part, et qu'il fallait créer une autre équipe. Donc c'est là qu'on a staffé un petit peu les 2 verticaux, avec une approche que Camille détaillera sur la partie data et consumer engagement, très institution financière, et une approche moi sur la partie payment and platform qu'on a voulu assez large. Donc tout d'abord en se disant, en réalité, aujourd'hui, les grands marchands vont vouloir utiliser leur PSP sur le Pay by Bank. Donc, plutôt que de les chasser en direct sans avoir forcément des capacités d'acquiring et autres, on va faire des partenariats avec des PSP. C'est pour ça qu'on travaille avec Stripe, avec Adyen, avec Lemonway, avec SlimPay et avec Score et Secure Payment. Et derrière, une approche très fintech. C'est pour ça que je passe pas mal de temps ici. On a beaucoup de belles boîtes. Je pense notamment à nos amis de Bitstack, que tu connais. On adore, ils sont passés dans Fintech Club aussi. Et donc, voilà ce déroulé-là, avec aujourd'hui en effet une mission qui de mon côté est vraiment très axée sur le paiement, et notamment le paiement instantané, qui est quelque chose d'important. Okay. Et donc toi Camille, 2-3 ans chez Tink, donc toi dès le début mission sur la data, et donc en échange avec les banques et institutions. C'est ça, ouais. En fait, quand je suis arrivé, les verticales n'étaient pas encore totalement bien établies, mais en tout cas, je suis arrivé pour une expertise autour de la donnée. Et c'est vrai que
que en fait c'est bien, et d'ailleurs on le dit souvent, d'accéder à la donnée bancaire, mais ce qui importe avant tout, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée bancaire. C'est quel cas d'usage je vais mettre en place, c'est quel process je vais pouvoir automatiser pour mes clients, mais également pour les individus. Et je trouve que le premier axe qu'on a vraiment développé, c'était autour du crédit. En fait, quand je suis arrivé effectivement il y a 2-3 ans, ça restait l'open banking parfois en termes de cas d'usage, pas exactement hyper clair, en tout cas là où il fallait faire un focus. Et j'ai vraiment trouvé dans le crédit quelque chose de hyper cohérent, aussi bien pour les individus que pour les établissements de financement, pour une raison très simple, c'est que effectivement, à titre individuel, quand on fait une demande de crédit, je pense que la plupart d'entre nous, on en a déjà potentiellement fait. C'est des process hyper lourds, on doit télécharger les feuilles de paie, etc. Enfin, c'est très complexe. Et effectivement, dans l'open banking, c'est le fait de digitaliser l'ensemble de ce processus métier. Et c'est offrir à l'utilisateur un bouton où il va pouvoir partager uniquement l'information qu'il aurait de toute façon partagé pour avoir son crédit, mais d'une façon complètement digitale et très simple. Et donc vraiment, dans les premiers temps, une vraie stratégie pour pousser ce cas d'usage, et avec pas mal de succès, dont par exemple United qui nous font confiance depuis quelques années. Et effectivement, ce cas d'usage qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Voilà. Il était sur plusieurs pays aussi. Vous êtes tous les deux sur une zone France, Benelux. C'est ça. Donc vous interagissez avec tous les acteurs, donc tous les PSP ou toutes les banques de cette zone géographique. Par exemple, on a un gros partenaire dans le paiement qui est Adyen, donc c'est forcément clé pour nous. Donc oui, moi pour ma part, en effet, il y a ce scope-là qui est important. Et ce qu'on voit en effet, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la nécessité d'avoir une approche par marché. Pour revenir à la partie paiement, et notamment paiement de compte à compte, il est clair qu'un marché comme la Hollande avec iDeal, qui est déjà un système de paiement de compte à compte, en fait, en réalité, quand on va sur ce marché-là, les enjeux, c'est pas tellement l'adoption client. Les gens sont très habitués à payer avec leur compte bancaire, c'est plutôt la proposition de valeur marchand, comment on va être plus compétitif que ce qui existe déjà sur le compte à compte. En France, c'est un petit peu différent. La problématique, c'est plus, déjà évidemment trouver les bons cas d'usage avec les marchands, ça c'est ce que le marché fait, mais je pense que le travail qu'on va avoir à faire dans les prochaines années, et notamment avec Visa, c'est accompagner le marché vers des changements d'habitude qui, on le sait dans le paiement, prennent du temps. Oui, tout à fait. Et donc rachat par Visa depuis 2 ans, 2-3 ans ? Ouais, complètement. 2 ans, oui. 2 ans, ok. Donc j'imagine que la partie intégration a pris un certain temps. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, en tout cas de plus rapide. Aujourd'hui, ça donne un nouveau souffle, de nouvelles perspectives à Tink. Comment moi, je trouve que là-dessus ? C'est hyper intéressant, et on travaille vraiment conjointement avec eux. Déjà, il faut bien avoir en tête que les plus grands clients de Visa, ce sont les établissements bancaires. Bien sûr. Donc c'est d'autant plus important en fait côté banque, établissement de crédit pour ma part, et notamment parce qu'il y a de vraies propositions de valeur communes que nous sommes en train de développer. D'accord. Et donc ça va même au-delà juste d'une pure intégration. Il y a des vraies synergies. C'est ça, il y a des vraies synergies produits, il y a de la vraie valeur ajoutée pour nos clients. Et effectivement, c'est un souhait de la part effectivement de Visa également d'amener l'open banking dans la durée. Ouais. Et l'ensemble des solutions qu'on est à même de porter. Et ça de façon plus globale également. Pour ma part, j'en suis également très ravi, puisque ça fait maintenant plus de 7-8 ans que je travaille dans l'écosystème du paiement. Ouais. Et se faire racheter par Visa, qui est un petit peu la Formule 1 du paiement en ligne pour les consommateurs et autres. On connaît tous ce logo qui d'ailleurs et sera bien présent cet été au moment des Jeux Olympiques. Donc vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux, et voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, effectivement, et puis c'est un acteur très dynamique, très innovant. Donc je peux comprendre qu'ils aient été séduits aussi par Tink et par ce que vous aviez apporté sur le marché. Ouais, et je pense qu'il y a un côté aussi confiance. Je trouve que à travers Visa, on a confiance, c'est-à-dire qu'on sait que ça va fonctionner. Et effectivement, les acteurs sur la place ont cette vision également. Et je trouve que donc le fait qu'ils aient racheté Tink, c'est aussi qu'ils ont confiance en Tink, en notre stabilité, en nos produits, en les cas d'usage qu'on est arrivé à impulser, et ça en fait effectivement quelque chose d'autant plus intéressant, je trouve.
Alors avant de revenir sur les cas d'usage, on va laisser ça pour la fin. Ouais. Parce que justement, ça m'intéresse de rentrer vraiment dans le détail, de prendre 2-3 exemples pour vraiment bien comprendre ce que vous apportez comme valeur ajoutée, que ce soit aux banques ou au PSP. Juste avant, donc j'aimerais revenir un petit peu sur vos parcours respectifs. Parce qu'effectivement, vous avez tous les deux quand même un parcours dans l'univers des paiements assez intéressant. Donc Mathieu, déjà j'ai vu lycée Masséna. Oui, absolument. Donc, de Nice. Alors, j'ai grandi à Avignon. D'accord. J'ai effectué une classe préparatoire au lycée Masséna à Nice. J'en garde un excellent souvenir. Parce que je suis cannois, donc tu es cannois. C'est très important comme alors, détail. je pense que... Alors, je ne suis pas un vrai niçois, si ça peut te rassurer, mais on va dire un niçois d'adoption. Voilà, donc des belles années au lycée Masséna, et après on a fait le programme Grande École de l'École supérieure de commerce de Reims, maintenant appelée Neoma. Qui m'a conduit en fait assez vite à voyager pas mal, en Amérique du Sud notamment, à Londres où j'ai commencé à travailler en business development dans une boîte de software dans le trading haute fréquence, donc on n'était pas encore dans le paiement de compte à compte, mais on s'y rapprochait. Ouais. Et après des années de consultant en stratégie, où là en fait je suis revenu à Paris chez Bearing Point avec des belles missions à assez haut niveau, notamment dans le groupe BPCE, pas très loin d'ici. Ouais. D'ailleurs je me souviens, je travaillais sur un projet qui existe encore, qui s'appelle le projet Neo Business, c'est le projet Startup de la Caisse d'épargne, et à l'époque Station F n'existait pas encore, et j'avais réalisé un deck pour les pousser à investir en corner Startup dans Station F. Donc c'était rigolo, il y a une forme de boucle qui est en train de se mettre en place, c'est très intéressant. Et après voilà le passage dans le paiement chez Slimpay, une très belle fintech française qui à l'époque avait levé 15 millions d'euros, je me souviens, et ça paraissait colossal, hein. Aujourd'hui 15 millions d'euros, les levées sont un peu retombées, mais c'était en 2017. Voilà, c'était beaucoup. Où j'étais en charge de la partie des partenaires stratégiques et des grands comptes. Et après, un jour, je me souviens très bien, j'étais à Money 2020 en juin 2019, et je croise un stand avec Christophe Joyot à Amsterdam, qui est à l'époque le VP Sales de Tink, toujours chez Tink, qui me dit on est en train de monter une équipe en France, voilà, on a des postes ouverts, et c'est comme ça que ça s'est fait. Pas mal, joli. Et donc 4 ans, un peu plus de 4 ans, presque 5, donc chez Tink maintenant. Exactement. Et donc d'ailleurs Slimpay qui est aujourd'hui intégré avec Tink. Slimpay qui est intégré en effet avec Tink, qui a un client qui a une proposition de valeur qui est intéressante, parce que sur la brique paiement, il faut bien voir que certes il y a le paiement de compte à compte, l'initiation de paiement, qui est fondamentale et qui est un peu le buzzword du moment, puisqu'en effet on voit que ça se développe partout en Europe, Bizum en Espagne, Sloty en Pologne, iDeal en Hollande, donc ça c'est un axe fort, mais il ne faut pas oublier que la data de l'open banking sert beaucoup au paiement. Et donc par exemple on a lancé un produit qu'on a mis en avant sur notre page LinkedIn récemment, qui s'appelle Risk Signals, qui permet de faire une évaluation du risque d'échec avant un paiement, qu'il s'agisse d'un prélèvement ou d'un virement. Donc c'est notamment des choses qu'on a mis en place pour les marchés où le paiement n'est pas forcément instantané, je pense à l'Allemagne. C'est-à-dire que c'était pour sécuriser les commerçants et pouvoir leur donner un degré de fiabilité de l'arrivée potentielle du paiement. C'est quelque chose qui se positionne un peu moins en France, où le paiement est instantané, donc on les fonds directs. Mais Slimpay, par exemple, a intégré la brique d'agrégation Tink pour rajouter une couche d'intelligence pour vérifier l'initiation du mandat de prélèvement SEPA. Donc vraiment la complémentarité sur cet axe paiement, hein. Quand je dis paiement, c'est parce qu'on s'adresse aux PSP et aux marchands, mais les marchands ont des problématiques de paiement qui ne sont pas que du transfert de fonds. Ça peut être évidemment de la vérification d'identité de KYC, ou comme on le fait et comme on va le faire avec des acteurs, comme on le fait avec Adyen par exemple, de la vérification de payout. C'est-à-dire que vous avez des marketplaces qui encaissent des fonds, vous devez vous associer, s'assurer qu'un destinataire des fonds est bien la bonne personne, vous faites une connexion d'account check via l'open banking et vous avez cette vérification-là. Donc c'est des choses qu'on fait et c'est des choses qu'on développe dans ce cadre-là. D'accord. On a aussi parlé, avant de lancer le podcast, d'un partenaire commun, Lemonway, que tu avais approché, j'imagine, à l'époque aussi, pour que vous puissiez réaliser une intégration ensemble. Tout à fait, Lemonway, qui est d'ailleurs un de nos premiers partenaires PSP en France, qui nous a fait confiance à l'époque et avec qui on a
développé une belle success story en fait. Et surtout, ce qui est intéressant avec Lemonway, c'est que je pense qu'on voit la force de Tink, c'est qu'en fait, on a permis à Lemonway non seulement de subvenir aux besoins de leurs clients sur le marché français, mais aussi d'ouvrir des relais de croissance à l'international. Donc par exemple, on a des clients avec eux dans les Baltiques, via la connectivité de Tink. Donc en fait, c'est aussi la force de notre plateforme. Leur solution donc, de marketplace, hein, dans l'univers d'e-commerce, vous avez réussi à leur apporter cette solution de paiement de compte à compte, oui, qui exactement. a facilité en fait le business, tout à fait, peut-être sur des paniers moyens importants, ou sur fait. des transactions un peu particulières, des verticales particulières. C'est un très bon point. Donc en effet, on s'ajoute à leur checkout comme une méthode de paiement. Ouais, c'est ça. À côté de la carte ou d'autres, et qui s'adapte à des cas particuliers qu'on pourra évoquer, mais notamment dans l'e-commerce, ce qui marche bien, c'est quand les paiements ont des paniers importants, pour lesquels le paiement de open banking instantané prend tout son sens. C'est qu'au-delà de pouvoir augmenter le taux de conversion, donc là vous êtes carrément vous permettez une transaction qui n'aurait pas pu avoir lieu sans ça, quoi. Donc vous augmentez le chiffre d'affaires aussi, et également d'améliorer l'expérience client. J'ai un exemple que je peux donner. On a beaucoup de cas en ce moment. On a un acteur avec qui on travaille qui n'est pas une référence publique, mais qui est un acteur dans l'aviation. En fait, ils avaient un certain nombre d'encaissements, toujours aussi par virement classique. D'accord. Et la beauté de ce qu'on propose, c'est de faire que ce virement instantané soit intégré directement dans les environnements clients. Donc en fait, on améliore un existant. Le virement classique, on ne sait pas comment, quand il arrive, quel jour de bénéficiaire, ça déjà c'est la première chose. On améliore ça, et après en effet, on permet de répondre à des cas d'usage qui avaient certaines problématiques côté marchand, notamment les gros paniers. Il y a deux autres cas d'usage qui sont très très importants. Un qui a particulièrement de sens aujourd'hui ici à Station F, c'est l'account top-up, c'est-à-dire le chargement de wallet. Donc on a un certain nombre de fintech qui développent des wallets pour réinvestir. Je pense par exemple à nos amis de Bitstack encore, mais d'autres. On peut charger son wallet avec l'open banking. Lydia propose ça. Vous pouvez charger votre compte Lydia par top-up avec Tink. C'est un axe très clé. Et un autre axe donc là, tu te reposes plus sur un paiement par carte, mais directement compte à compte, quoi. Oui, mais c'est absolument complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de donner plusieurs options aux clients. Tout à fait, voilà. Et typiquement, le cas de Lydia est intéressant. Avant, il disait utiliser les IBAN Lydia, envoyez-nous des fonds. Maintenant, en fait, on a juste à choisir sa banque, on fait le parcours et on sort même pas de l'appli Lydia. Donc en fait, c'est un outil de rétention aussi pour les applicatifs. Ça facilite vraiment. Il y a un dernier point, et après je laisserai la parole à Camille. Il y a un vrai axe sur le paiement de factures. C'est-à-dire payer ses factures de manière avec un bouton Pay by Bank qui en fait permet, on envoie une notification, et une fois qu'on a la notification, on push un paiement instantané. C'est le sens, on parle beaucoup souvent de ces sujets-là dans le cadre de la DSP3 pour aller encore plus loin, mais vraiment on voit un vrai développement, et notamment on a plusieurs millions de paiements avec le hub de facturation suédois, où tous les mois les Suédois reçoivent dans Kivra une application nationale, l'ensemble de leurs factures, et ils peuvent payer en un clic avec de l'initiation de paiement grâce à Tink. Donc, et tu le disais un petit peu tout à l'heure aussi, mais aujourd'hui vous approchez de plus en plus de PSP et de moins en moins de retailers ou de grands sites e-commerce en direct, en fait. Vous êtes vraiment passé par le biais du PSP. Disons qu'on a une stratégie un peu mixte, c'est-à-dire qu'en fait c'est vrai qu'on a pris ce contre-pied par rapport à nos concurrents par le passé, c'est-à-dire de s'appuyer pour accéder aux grands marchands sur des PSP existants, donc se positionner plutôt en infrastructure de ces PSP-là et donner tous les outils pour que les PSP puissent déployer avec leurs marchands très rapidement et facilement. Et là, on est dans la deuxième étape, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir et on accompagne les retailers avec nos partenaires PSP. Je suis très proche, par exemple, des équipes d'Adiel localement, avec qui on a un certain nombre de choses existantes et en cours, donc ça c'est très important, mais on a aussi également développé une offre en direct qui nous permet dans certains cas, notamment lorsque c'est des marchands un peu moins gros ou autres, de pouvoir proposer toute la chaîne de valeur, parce qu'en fait la problématique dans le paiement, c'est qu'en effet, comme le disait Camille, ça ne se limite pas que à de la connectivité. Le paiement, c'est de la conversion en amont, et c'est surtout de l'acceptance en aval. Et l'acceptance, c'est quoi? C'est de la partie bancaire. Donc en fait, aujourd'hui, on a une brique qui permet, nous, de proposer cette brique bancaire à nos clients, qui derrière permet instantanément de leur donner des confirmations de paiement, de leur faire des remboursements et même des payouts. Donc vraiment, on a comblé le trou dans la raquette en fait, qui faisait qu'on n'était pas encore une vraie boîte de paiement. Tu viens améliorer la solution de paiement en fait que propose un PSP, et donc la satisfaction de son client, qu'il soit retailer ou e-commerce. Les deux,
à la fois sur la partie e-commerce, mais aussi dans le monde physique, retail. Oui, mais en réalité, ce qu'on voit beaucoup, c'est que en fait, le monde physique, l'expérience de la carte est quand même très puissante dans le monde physique. C'est-à-dire que vous avez un sans contact ou simplement un code. Ouais. Nous, sur chacun de nos paiements, carte ou cash. Chèque pour certains. Plus beaucoup. Beaucoup, exactement. D'ailleurs, c'est un très bon cas d'usage de remplacement par le paiement instantané. Mais mis à part ça, chaque paiement, en fait, initiation de paiement, c'est un peu comme la carte online, il y a une authentification forte. Donc en fait, l'authentification forte en face à face, ça peut être problématique. Vous êtes face à une caisse, c'est compliqué de choisir. En ligne, par contre, c'est très bien. Et ce qu'on voit notamment, et je pense que l'exemple de Lydia est éloquent de ce point de vue-là, c'est qu'on a des parcours qui sont intéressants dans la mesure où, si vous avez des banques qui derrière proposent des API en app-to-app à leurs clients, vous pouvez en fait faire des parcours de paiement instantané sans aucune saisie manuelle d'informations. Donc ça peut être intéressant, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez rien à saisir. Voilà. L'enjeu maintenant, je pense, c'est d'aller dans l'étape d'après, c'est-à-dire de travailler main dans la main dans l'écosystème pour peut-être aller encore plus loin, et notamment sur ce que fait le UK, sur les paiements récurrents, avec ce qu'on appelle là-bas le Variable Recurring Payment, et faire que cette initiation de paiement instantané en one-shot, en SCT Inst, puisse se faire peut-être demain en Europe en récurrent. Il y a des travaux qui sont en cours dans le cadre de SP3. Très intéressant. Écoute, merci pour le partage de ton expérience, Mathieu. Je me tourne vers Camille. Donc toi, tu as commencé, ou en tout cas très rapidement, tu as fait des études en Chine. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, j'ai eu... c'était une grosse réflexion à l'époque. C'était est-ce que je rentre dans le schéma classique, école prépa, etc., puis ensuite école d'ingé. Parce que... Bon schéma, d'ailleurs. Ou alors, j'essaie de plus m'ouvrir et de faire quelque chose d'assez différent. Et effectivement, j'avais 18 ans à peu près, et j'ai pris la décision de faire mon cycle, en fait, c'était des études d'informatique, d'ingénierie informatique. Master of Science pendant 3 ans en Chine. Voilà, ouais, c'était 4 ans exactement, parce qu'après il y avait les stages de fin d'études, etc. à Tianjin. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est à l'échelle de la Chine une petite ville, c'est-à-dire autour de 15-20 millions d'habitants, je pense. Ah oui, très petite ville, voilà. Un village. Quoi. Et c'est à 100 km au sud-est de Pékin. Et c'est là où des grosses sociétés type Airbus, là où j'ai fait un stage de fin d'études d'ailleurs aussi, a implanté par exemple sa dernière ligne d'assemblage final à 320 en dehors d'Europe. Et pour accéder à l'immense marché chinois. Et j'avais vraiment pour volonté de aussi bien acquérir une compétence et au côté technique, informatique, mais aussi une expérience de vie, je dirais. Ah ouais, quand même. Hein. Tu parles le chinois quand même un petit peu. Ouais, voilà. Non, en fait. Non, t'as appris là-bas. Ouais, j'ai appris là-bas. En fait, je suis arrivé. Quand même. Je suis arrivé. J'adore ça. D'accord. Ok. Et je suis arrivé. En fait, c'était en juin, je crois. Ouais, juillet. J'ai commencé par 3 mois où j'avais, je pense, 30 heures par semaine de mandarin. Et ensuite, si on accédait, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et ensuite, si on accédait en fait à un niveau suffisant, c'est pas un concours, mais en gros, c'est un test à l'image un peu du TOEIC qui s'appelle le HSK. Et ensuite, on avait la possibilité donc de prendre vraiment des cours aussi bien en mandarin qu'en anglais. Et donc j'ai eu cette dualité qui m'a suivi pendant à peu près... Tu parlais anglais quand même un petit peu aussi. Ouais, bon après, à Tianjin, l'anglais, comme le français... Ouais, finalement, pas très utile. Non, pas très utile. Sur cette ville de cette envergure, je crois, la communauté française à l'époque, c'était une 50aine de personnes, pas plus. Quoi. Et si tu réussissais pas le test, là, en fait, tu pouvais pas faire le Master of Science. Enfin, ça s'arrêtait là, non? Pas vraiment, ouais, c'était ça, ouais. C'était un challenge perso, mais c'était génial. Vraiment, j'aurais jamais cru que ça m'aurait apporté tout ça, et finalement, à un moment donné, je me suis quand même demandé, dis donc, ton diplôme, il vaut absolument rien du tout. Ce serait peut-être intéressant plutôt de rentrer en Europe et essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus solide. Et c'est pour ça que en fait, j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC, qui m'a donné, du moins sur le marché européen, parce que j'avais pas forcément envie de m'établir sur le long terme. Tu n'avais pas forcément envie de t'installer. C'est ça, voilà. D'accord, ok. Et donc ensuite, là, t'as repris une carrière plus classique, t'as travaillé pour Orange. Exactement, ouais. En fait, vraiment,
mon expertise et pourquoi je suis allé dans l'informatique, c'est que j'adore le logiciel. Je vois vraiment en fait pas tant le logiciel pour ce que c'est, mais vraiment le cas d'usage. Je suis assez obsessionnel sur quelle valeur on apporte aussi bien pour le client qui va l'utiliser que pour le client final potentiellement. Et ce qui est important, c'est pas le logiciel en soi, c'est surtout qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va l'utiliser, comment on va le mettre en place, quelle valeur on va créer. Comment on va le faire évoluer. C'est ça, comment on va le faire évoluer. Et j'ai envie de dire presque des fois qu'importe le produit. Bon, après, c'est important d'avoir un bon produit et une bonne solution. Et j'ai eu de la chance, effectivement, d'être d'abord chez Orange, après dans l'assurance, et qui m'ont donné, effectivement, cette vision marché. Mais beaucoup. Plutôt commerce, quand même. Ouais, toujours, effectivement, dans le commerce et beaucoup à l'international, toujours. J'ai fait à peu près 4 ans et demi en Afrique Moyen-Orient chez Orange. Ah ouais. Et après 3 ans à peu près quand j'étais dans la vente de logiciels dans l'assurance. Sur l'Amérique latine, pardon. Oui, donc tu as bien couvert quand même quelques j'ai zones pas mal géographiques. couvert. Ouais, exactement. Et puis après, il y a le Covid qu'on a tous connu. Ouais, qui peut stopper avec son lot de... ardeurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis on se dit effectivement que démarcher aussi ces pays en Afrique Moyen-Orient, en Amérique latine, c'est loin et je pense que c'était intéressant aussi de me recentrer sur le marché français. Et effectivement, c'est le pont que j'ai fait quand je suis arrivé chez Tink. Et les deux expériences entre Orange et Tink, là, donc chez Shift et chez Accurate, en fait, c'était de l'assurance, les deux. Ouais, exactement. C'est des logiciels qui vont apporter de la valeur. Alors, soit dans l'automatisation du processus de pricing assurantiel chez Accurate, ou alors dans l'automatisation de la détection de la fraude et des abus chez Shift en particulier. Et Shift, donc c'est ta première expérience un peu start-up, puisque je vois Country ça. Opener, donc là aussi, là, tu as été le premier first man on ground. C'est ça, exactement. Mais donc là, Country Opener directement en Amérique du Sud. Ouais, c'est ça, tu exactement. connaissais pas forcément le marché. Non, d'ailleurs, pour la petite histoire, réseau. je parlais même pas très bien espagnol. Mais t'as appris en une semaine. Mais non, pas du tout. Oui, il est arrivé. Ça m'a servi à rien en revanche. Il n'y a pas beaucoup d'asiatiques à part des japonais au Brésil, mais sinon historiquement, il n'y a pas trop d'asiatiques en Amérique latine, mais j'adore ça. C'est différent. Tu as réussi à les convaincre. Je vais ouvrir le marché au Brésil. Je parle pas espagnol. Ni portugais d'ailleurs. Ouais, mais je pense dans cette stratégie en fait c'est un peu toujours pareil. C'est quand on ouvre, on regarde aussi les assets qu'on a. C'est pas moi qui ai lancé toute la société, avec toute humilité. Le pays, dans la réflexion en fait, quand on ouvre un pays, on se dit toujours comment arriver à obtenir les first wins qui vont me permettre effectivement de cranter et faire ma place déjà au sein de la société, mais aussi ensuite de grandir et de développer, parce que tous les marchés en local, ils vont tous nous dire qui sont vos clients, est-ce que je peux voir votre cas d'usage, est-ce que votre solution elle est live déjà, etc. Donc vraiment le plus important c'est ça, et en fait la dynamique la plus pertinente là-dessus, en tout cas que je trouve, c'est de bénéficier des assets des clients internationaux. Ouais. Et clairement en fait dans le cas de Shift, c'était le groupe AXA qui était un partenaire de long terme de Shift, et qui a permis effectivement de développer deux pays pour avoir un premier pas. Et ensuite, on est allé chercher les acteurs 100% locaux qui effectivement nous ont donné une vraie légitimité sur le marché. Parce que tes clients, c'était plutôt des banques aussi, ou ça pouvait être des particuliers? C'était des banques assureurs pour le coup, plus la partie assurance que banque. Mais effectivement, c'était les gros de la place. À l'époque qui opère là-bas. Et ensuite donc tu rejoins Accurate, donc là expérience plutôt internationale mais basée à Paris. Ouais, mais en fait toujours basé, d'ailleurs Shift, j'étais basé à Paris aussi, donc j'avais une empreinte carbone horrible. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs franchement c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit il faut vraiment se remettre en cause et arrêter de favoriser ça et plutôt développer mon pays, ma région, même avec une société internationale comme Tink. Et effectivement chez Accurate j'étais aussi basé à Paris, mais par contre je voyageais beaucoup dans un schéma similaire avec Shift. Et ensuite, donc Tink, donc en septembre 2021, et donc là, tu as déjà eu 2-3 postes en fait, tu as évolué assez vite. Et
Et aujourd'hui, tu es directeur France, Belgique, enfin France Benelux sur la partie donc banque et assurance, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je trouve que voilà, et quand on est arrivé, c'est le constat aussi était de définir la meilleure stratégie qui permettrait d'arriver à bien s'implanter sur le marché français. Je parle en tout cas sur la partie banque établissement de crédit. Et faire un focus sur les cas d'usage où il y avait un meilleur time to market. En fait, on ne peut pas créer le marché non plus, il faut le suivre. Et en fait, il y avait à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment un bon alignement des planètes entre la maturité effectivement du cas d'usage, de l'accès à la donnée qui était aujourd'hui disponible, et la possibilité d'automatiser des processus métiers sur la partie crédit. Et en fait, ce cas d'usage que je trouve vachement intéressant, ce qu'on va chercher, c'est le crédit instantané. Ouais. C'est-à-dire que Crédit instantané. Voilà, ouais, ce qu'on veut, c'est une décision instantanée. En fait, la plupart du temps, on a une décision de principe, un pré-approval, mais on n'a pas réellement la vraie... n'est pas instantané. Oui, mais qui globalement sur le marché l'est. Honnêtement, ça va assez vite, ouais, ça va assez vite. Mais après, j'ai toujours les documents envoyés, il y a toujours des gens derrière, des analyses crédit qui vont devoir vérifier ces informations, s'assurer qu'elles sont bien conformes. Et à la fin, moi, en tant que consommateur, lorsque j'ai envie d'acquérir un bien, parce qu'on ne demande pas un crédit pour un crédit, généralement, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un projet derrière potentiellement d'achat, de passer une transaction financière. Et donc potentiellement en tant que consommateur j'attends et j'arrive pas à acheter potentiellement un certain nombre de biens que je souhaiterais avoir. Et effectivement la technologie était là, la volonté du marché aussi d'automatiser, de créer une meilleure expérience client sur ce cas d'usage, et ça a très très bien fonctionné et on est arrivé à bien développer ça sur le marché français. Et ensuite effectivement on a développé plus la partie Belgique-Luxembourg, qui était d'ailleurs assez intéressante parce que en fait, c'était vraiment notre cœur de métier, comme Mathieu l'a présenté initialement. C'était autour du PFM en Belgique, où on travaille avec BNP Paribas Fortis, qui est un très gros acteur sur la place et qui nous font confiance depuis de nombreuses années. On est ravis d'ailleurs de les accompagner sur ce sujet. Et vraiment avec des cas d'usage qui accompagnent les clients, les gens, les individus dans la bonne gestion de leur finance personnelle. C'est que j'ai été assez... j'avais bien en tête le Tink côté paiement, bien sûr, mais je l'avais moins sur la partie data, et notamment les différents cas d'usage dont on a parlé en préparant ce podcast. Et donc toi, quand tu as rejoint, quelles ont été les premières accroches justement dans cet univers de la data, les premiers cas d'usage qui ont vraiment percuté, qui ont fait la différence en fait, Ouais, bien sûr. Et je trouve que en fait, et quand je suis arrivé, j'ai pas trop poussé d'ailleurs ces cas d'usage. Pourquoi ? Parce que en fait, on était un peu face à des cas d'usage qui n'ont pas vraiment créé de la valeur. Dans le sens où c'était, par exemple, j'agrège mon compte dans mon application bancaire. Je veux dire, c'est intéressant pour l'individu d'agréger. Donc là, c'est typiquement, j'ai mon application bancaire, je vais ajouter un autre compte qui est externe à ma banque principale, et ça me permet d'avoir une vue complète à 360 sur effectivement mes finances. Mais qu'est-ce que ça remplace pour l'individu en tant que tel ? Relativement peu de choses. Ce que ça va remplacer, c'est potentiellement un fichier Excel que je vais regarder, updater. Mais la valeur, en tout cas, est pas forcément là. La valeur, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces données. Et aujourd'hui, justement, on est beaucoup plus là-dedans. On est dans j'accède à la donnée bancaire, c'est un prérequis. De toute façon, c'est vraiment nécessaire. Et ensuite, je vais construire des cas d'usage qui vont apporter de la valeur aussi bien pour les banques que pour les individus. Et en fait, on va les diviser, on va dire, en quatre grandes parties. Mais je pense que ça pourra potentiellement parler à certaines personnes. La première partie, c'est vraiment comment je vais apporter de la clarté dans les transactions bancaires de l'individu. Donc là, c'est vraiment la partie où Tink, il n'y a plus du tout d'open banking par ailleurs. C'est vraiment qu'est-ce que je fais après que j'ai accès à la donnée. Donc là, vraiment la partie où j'accède à la donnée, voilà, c'est complètement un autre monde. Et on nous connaît encore une fois pas trop sous cet angle, alors que c'est vraiment une expertise qu'on a développée depuis le début, et c'est notre cœur de métier également. Et donc,
comment j'apporte de la clarté à l'utilisateur. Je pense souvent à un exemple que j'espère que tu trouveras pertinent. C'est en fait, je pense, on vit aujourd'hui où on a tous effectivement un smartphone, ou la plupart d'entre nous, et donc il y a des App Store, des Google Play Store associés en fait, et en fait, parfois on peut installer une application mobile sur son téléphone, et il y a potentiellement, cette application est payante. Mais souvent en fait pour attirer le client, qu'est-ce que les créateurs des apps, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent des périodes de gratuité, 1 mois, 2 mois, enfin bon, peu importe. Donc l'utilisateur il installe son app, il l'utilise, bon potentiellement il la supprime, mais ça peut arriver qu'il oublie d'annuler son abo. Et c'est des montants qui sont pas énorme, hein, souvent. Ça peut être 1,99€, 2,99€, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, parfois, l'utilisateur reçoit, en fait, dans sa liste de transactions, dans son application bancaire, il revoit, en fait, toutes ces transactions qui passent tous les mois, etc. Et ça peut être des transactions qui sont noyées au milieu de plein d'autres. Et donc, je pense que ça nous arrive souvent de se dire... et de se rendre compte à un moment donné, mais qu'est-ce que c'est que cet euro 99, c'est 3 euros, ou des fois même c'est beaucoup plus, hein, ça peut être 10 euros, mais ça peut être noyé dans la masse. Et donc qu'est-ce que je fais en tant qu'individu? Pour la majeure partie des personnes, en fait j'appelle ma banque. Et en fait, qu'est-ce que je fais en appelant ma banque? Je vais leur dire, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ces 2,99€ qui sont passés sur mon compte? Et la banque, elle, est obligée d'investiguer et communiquer l'information à l'utilisateur, qui, au bout d'un moment, forcément, se rend bien compte de qu'est-ce que c'est. Et en fait, ça, c'est un coût pour la banque. On l'estime environ à 7€. Juste cet aspect 7 euros. Ouais, j'appelle en fait, c'est très simple, c'est l'utilisateur appelle, c'est le cas d'usage que j'ai explicité. Et donc ce qu'on peut bien imaginer, hein, c'est que quand on regarde une banque en tant que telle, c'est pas juste un utilisateur, c'est des millions des millions de clients, avec des millions et des fois des centaines de millions de transactions par mois, et donc il y a un effet volume. Et effectivement, si après on compte à chaque fois que ça fait 7€, ça commence à faire potentiellement. Oui, pour les banques, oui. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est très simple. En apportant de la clarté à l'utilisateur, qu'est-ce que je vais faire? C'est au lieu de voir une transaction bancaire brute, donc pour reprendre mon exemple où parfois il peut avoir une date, plein de chiffres un peu compliqués, il peut avoir marqué la moitié du nom de l'application plus App Store ou Google Play Store, etc. Enfin bon, peu importe. Un truc où effectivement on reconnaît pas bien, et c'est très simple, je vais pouvoir afficher un logo marchand, je vais pouvoir identifier exactement le nom de l'app par exemple derrière le store, et je vais le présenter tout de suite à l'utilisateur. Et donc, en fait, l'utilisateur, au lieu de, quand il ouvre son app bancaire, au lieu de voir toute sa liste de transactions, qu'effectivement il est un peu noyé dans la masse, il comprend pas bien, là, il arrive à 30 secondes à repérer effectivement exactement la transaction en tant que telle. Et en fait, souvent, alors, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ou à toi, Mathieu, on reconnaît plus le logo que le nom en fait de cette transaction. Vrai, Enfin, c'est très simple, hein. Bien sûr. Mais là on retourne au basique, mais effectivement ça fonctionne. Et donc on passe un peu d'il y a quelques années, quand je suis arrivé chez Tink, où on parlait plus de catégorisation, on parlait plus effectivement de modèles qui permettent d'identifier un peu le type de transaction, à de l'ultra personnalisation. C'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur va aller chercher ici, c'est vraiment de voir exactement quelle est sa transaction et quel est effectivement le besoin derrière. Et pour aller un petit peu plus loin et pour présenter un autre cas d'usage, mais qui va dans ce sens-là, hein, et c'est que la suite, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'individu, j'ai envie potentiellement d'avoir dans mon application bancaire un récap de l'ensemble de mes abonnements. Donc qu'est-ce que c'est? C'est très simple, hein, c'est un onglet où j'ai la gestion de mes abonnements et j'ai la possibilité de voir tout ce que j'ai payé, alors super. En mandat de prélèvement automatique ou par carte. Et là où c'est vachement intéressant, et pour faire écho à tout ce qu'on travaille et également avec Visa, c'est qu'on peut aller le cran d'après. Parce que toutes les App Store, etc., en fait, ils sont payés par carte maintenant. C'est de plus en plus rare en fait où les abonnements on les paye en mandat de prélèvement automatique, c'est de plus en plus effectivement payé avec la carte. Je pense aussi à Netflix, Spotify, enfin bon, il y en a des milliers, hein, Amazon. Exactement. Apple verrouille son écosystème. Mais d'ailleurs ça va changer en fait. Oui, c'est imminent puisque en fait l'Europe a cassé abus de position dominante. Mais en effet, dans l'Apple Store, Spotify avait à un moment donné sorti la possibilité de s'abonner via l'Apple Store parce que ça passait que par Apple, qui prenait une grosse commission.
Mais bon, voilà, comme quoi c'est intéressant. Et donc, une fois que j'ai dit ça, effectivement, on a la possibilité d'offrir à l'utilisateur et donc à la banque de présenter aussi bien les transactions à l'utilisateur, d'identifier les transactions récurrentes, mais aussi de bloquer les futurs paiements. C'est parce que là, qu'est-ce que je vais offrir à l'utilisateur ? Exactement, c'est je pilote d'un coup. C'est au lieu que j'appelle ma banque, que je passe X temps, ça va coûter à la banque, etc. J'affiche l'information et en fait, dans l'application bancaire, je vais tout de suite en fait appuyer sur un bouton qui est je vais bloquer les futurs paiements. Comme ça, en tant qu'individu et de un consommateur, je me dis tiens là, cette transaction je la connais pas bien, je la bloque. Super cas d'usage. Voilà, c'est simple. Et en fait, ici, là, ce qu'on va chercher dans l'accompagnement de nos clients bancaires, c'est engager le client dans leur environnement. Et c'est vraiment ça, Tink aussi, c'est créer un schéma vertueux qui permet d'engager l'utilisateur dans l'environnement bancaire client et dans l'application bancaire. Donc après, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut découler à travers ça. On avait parlé aussi d'éco-responsabilité qu'on est en mesure de faire, qui ça, c'est est également très intéressant. Donc avec notamment le partenaire Ecolytique. Ouais, c'est ça, exactement. Vous permettez aux banques donc d'avoir en fait une visibilité assez fine sur l'empreinte carbone d'une transaction, d'un paiement, c'est ça Ouais, exactement. En fait, ça c'est aussi dans notre stratégie d'offrir toujours plus de services à nos établissements bancaires clients à travers une seule API. Et c'est clair qu'en fait, ce qu'on va chercher et ce que nos clients nous disent, c'est qu'ils ont du mal avec des processus d'onboarding clients assez lourds, etc. Et donc, ils ont besoin d'accéder à davantage de services à travers une seule et même API. Et dans ce cadre, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'il y avait Ecolytique, qui était un partenaire de Visa, par ailleurs, et qu'on a directement intégré dans la plateforme Tink, et donc permet à nos clients d'accéder à leurs services directement depuis la plateforme Tink. Et en fait, ce qu'ils proposent, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce cas d'usage aussi, c'est que on n'est plus effectivement dans également plus l'optique catégorisation, où là, pour faire écho sur la partie éco-responsabilité, c'est plus vraiment j'affiche l'information quelle est effectivement l'empreinte carbone sur chacune des transactions, parce que ça, je pense qu'on pourrait avoir un débat pendant pas mal de temps sur est-ce que c'est bien calculé, quel est le modèle, c'est pas forcément simple. Très compliqué. Après l'avantage des Ecolytique, je dirais, c'est que les modèles sont open source, ils sont basés sur les plus hauts standards du marché, et donc ils sont consultables par tous. Donc ça, c'est déjà, je dirais, un bon point, c'est-à-dire qu'on peut aligner sur comment déjà a été calculée l'information. Mais surtout, en fait, ce que je vais chercher, je vais pas uniquement chercher à afficher l'information client, je vais surtout chercher encore une fois à engager mon client à l'intérieur de mon interface bancaire. Et donc là, je vais prendre un exemple, c'est pas tant effectivement j'ai une transaction, quelle est effectivement l'empreinte carbone sur une transaction, par exemple dans l'aviation, je pourrais acheter un billet d'avion et je vois 500 € par exemple, et j'affiche effectivement une empreinte carbone, mais en fait c'est proposer aux clients de poser des questions qui sont pertinentes, par exemple sur l'achat de ce billet d'avion. Ça peut être combien de personnes ont participé au vol, est-ce qu'il y avait une personne, 2, 3, c'est combien de kilomètres a été effectué en vol, pour affiner le chiffre qui est présenté au client. D'accord. Et ça permet d'engager effectivement le client à l'intérieur de son app bancaire. Et c'est vraiment quelque chose, et des fonctionnalités qui sont demandées sur le marché français. On a lancé une étude, c'était en fin d'année 2023 avec Opinionway, pour effectivement voir un peu quelle est l'appétence du marché à travers ce type de cas d'usage. Et il en est ressorti, en tout cas il y avait un chiffre qui m'a marqué, c'était 60% des Français qui attendaient que leur banque les accompagne davantage dans la compréhension de leur empreinte carbone et comment faire pour effectivement la compenser. Exactement, ouais. Super intéressant. Et ça, c'est un peu le dernier point pour un peu boucler ce cas d'usage, c'est comment je vais, en tant que banque, je vais pouvoir proposer à mes clients de réduire leur empreinte carbone. C'est un accompagnement, effectivement, je ne vous attendais pas là non plus, tu vois. Ouais. C'est super intéressant, et oui, vous apportez, grâce à cette data, quelque chose d'ultra précieux, un service vraiment à forte valeur ajoutée aux banques qui travaillent avec vous, et donc
une vraie aide, un vrai accompagnement du client final. Donc, c'est ça, et en fait quand on couple ça avec le paiement, l'acte de paiement, je trouve que les possibilités sont infinies, parce que en termes d'impact, en fait, on peut proposer une sorte de mini place de marché, quoi, entre guillemets, où les banques bien sûr vont pouvoir proposer par exemple des fonds éco-responsables, mais ils vont aussi avoir la capacité de proposer des projets locaux de reforestation par exemple. Et donc sur des établissements bancaires qui ont cette empreinte locale et qui est très importante pour eux, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils se définissent, c'est offrir à leurs clients des moyens de pouvoir directement impacter dans des projets éco-responsables locaux. C'est pas mal. Hein. Et donc toi, Mathieu, la partie data de Tink, est-ce que c'est quelque chose qui te sert dans ton quotidien, dans ton travail avec les SP? Oui, c'est fondamental, et je pense que c'est des problématiques que tu peux bien connaître de par ta position. Évidemment, la révolution du paiement instantané est fondamentale. C'est la première fois qu'on a une méthode de paiement de compte à compte pan-européenne, voire peut-être demain mondiale, qui permet d'avoir des encaissements instantanés sans contestation possible pour le marchand. Donc c'est quand même assez puissant. C'est pour ça qu'il y a une forte appétence, c'est pour ça qu'on le développe. Mais on sait bien que le paiement, c'est beaucoup de gestion du risque. Et Camille l'évoquait tout à l'heure, on a un exemple d'un acteur avec qui on travaille depuis plusieurs années qui s'appelle United Credit, qui propose en fait de scorer leur parcours de risque client en utilisant l'open banking pour avoir une meilleure vision de ce risque, et en même temps de proposer demain une brique d'initiation de paiement pour qu'on puisse en effet combiner les deux. Donc nous, ce qu'on voit sur ça, c'est que la data est clé pour prévoir le risque client, et c'est là où notre expertise autour de la data, de par les millions de données bancaires qu'on a accumulées dans le cadre de nos fonctions d'open banking, de TPP, nous permet en fait de vérifier directement un salaire ou même la balance sur un compte. Par exemple, aujourd'hui en France, si vous prenez votre application PayPal, vous avez, si vous entrez pour la première fois en relation avec nos amis de PayPal et que vous créez un compte, la possibilité d'avoir un parcours d'onboarding où vous connectez votre compte bancaire. Vous avez un parcours simplifié, donc avec moins de saisie, KYC et autres. Derrière, PayPal va garder votre consentement pendant 180 jours, et avant chaque mandat de prélèvement pour payer votre solde PayPal, va faire un ping sur le compte pour s'assurer que la somme est disponible. Donc en fait là, l'axe de croissance qu'on a nous, en fait, il est assez clair. Pour nos amis FinTech, le podcast s'appelant FinTech Table et étant à Station F, c'est la capacité d'encaisser pour charger un wallet, mais c'est aussi la capacité demain de mieux gérer son risque client. Risque client sur les paiements, risque client à l'onboarding, risque client sur la sortie. Donc ça, c'est très fort, et on a un gros travail en cours en ce moment en Allemagne avec nos amis d'Adyen, où en fait on propose ça à des marchands qui en fait ont des vraies problématiques de risque sur les paiements, et c'est là où la jambe data est très forte. Il y a un cas d'usage dont je voulais évoquer sur la fin et qu'on voit se développer de plus en plus. On a un certain nombre d'acteurs, notamment les marketplaces, mais aussi les acteurs du gambling et autres, qui ont des problématiques de payout et de gestion de la sortie des fonds. Où va l'argent maintenant qu'on l'a collecté? Et c'est là où en effet l'open banking a tout son sens, puisqu'en fait c'est la première fois qu'on a une méthode pour connecter directement son compte. J'adore faire l'analogie entre ce qu'on fait et le Gmail Connect sur les sites internet. Parfois on a un parcours client très complexe, on doit remplir 50 champs, et on voit un bouton connecte-toi avec ton compte Gmail qui nous plaît, parce que c'est moins d'efforts, moins de chance. C'est exactement la même chose qu'on propose. Et derrière, l'idée, c'est potentiellement pour le marchand d'avoir une meilleure gestion du risque client, et pour le client d'avoir ses fonds plus rapidement. Quand on gagne des fonds sur l'application Bitstack et qu'on veut les récupérer, on a cette capacité de le faire de manière instantanée. Voilà. Et vous avez la possibilité de connecter des informations financières, du scoring, et votre solution de paiement à potentiellement d'autres solutions de paiement type BNPL? Complètement. Alors c'est un très bon point, c'est pour ça que j'évoquais un petit peu nos amis de United Credit. On a exactement un client français dont la référence n'est pas encore publique, mais va l'être, donc je peux le dire, parce que c'est un client avec qui j'ai signé, qui s'appelle Alma, qui en fait effet utilise l'open banking pour s'assurer en effet que les échéances de paiement pourront être supportées par l'individu. Parce qu'il y a en effet un enjeu de gestion du risque pour ces acteurs, de par la régulation de plus en plus forte, notamment en Grande-Bretagne. Il y a une élection en Grande-Bretagne et le sujet du BNPL est sur la table, en disant voilà, on a vraiment un sujet, donc il y a vraiment une force pour l'open banking là-dessus. Et en France, puisque Alma a un vrai enjeu de gestion du risque. Alors évidemment, ils ont une expertise très forte chez eux, et ils n'ont pas besoin de nous pour tout, mais sur certains cas, on permet en effet d'avoir une vision fine des comportements, et donc de se dire ça vaut la peine d'y aller ou pas. Et donc l'exemple de Lemonway, c'est aussi travailler avec Tink leur permet aussi d'avoir une visibilité un peu plus large au niveau européen, et donc potentiellement ouvrir certains nouveaux marchés. C'est un très bon point, et ça fait le lien aussi avec l'activité de Camille. C'est qu'en fait, en France déjà, il n'y a pas de crédit de bureau.
Donc vous n'avez pas de fichiers centralisés des échecs de paiement, donc l'open banking permet d'aller sur ce terrain-là, c'est le premier angle. Et après, le point à l'étranger est fondamental. Vous êtes dans une géographie, vous ne connaissez pas les habitudes de consommation de cette géographie des gens, etc. Avoir la capacité de demander l'accès aux données bancaires avant un financement, avant un paiement à haute valeur ajoutée, c'est fondamental, c'est très clair. On sait très bien que dans le paiement, et je reviens à notre partenariat avec nos amis de Slimpay, très clairement, dans le prélèvement, vous avez un risque de contestation qui peut aller jusqu'à 8 semaines, voire 13 mois, sur certaines de ces contestations. Donc si on veut protéger le marchand, il est fondamental de faire marcher ces deux jambes ensemble. Sinon, j'ai envie de dire, on sera unijambiste. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment deux mondes, le paiement et la data, mais qui sont en fait ultra connectés l'un à l'autre. Ouais, c'est plus main dans la main, quoi. C'est plus des expertises métiers, des cas d'usage qui sont effectivement très différents. C'est une stratégie de go-to-market. Je pense que moi, quand je suis arrivé chez Tink, en fait, on se posait pas la question des API de paiement parce qu'elles marchaient pas. Donc, il n'y avait pas de cas d'usage. Et donc, en fait, on essayait déjà de faire marcher les API de data. J'aime beaucoup l'exemple que tu donnais sur les abonnements, puisque un des premiers clients qui nous a fait confiance et qui nous fait toujours confiance, c'est Peppernest, qui a utilisé l'agrégation pour voir les différentes transactions récurrentes sur les comptes des clients et s'assurer, aider à faciliter le transfert. Donc, c'est très clair. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'évidemment, les problématiques de BNP Paribas, Boursorama ou la Banque Postale ne sont pas celles d'Adyen ou de MangoPay, par exemple. Ouais, donc, c'est pour ça aussi qu'il a fallu se spécialiser pour répondre à la valeur. Et donc là, l'arrivée de la DSP3, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que ça va apporter sur le marché et qu'est-ce que ça va apporter pour Tink et pour les différents clients de Tink? Côté paiement, beaucoup de choses, puisqu'en fait, il y a des sujets, comme je le disais, de paiement récurrent dans les API. Donc en Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle le Variable Recurring Payment. C'est une initiation de paiement récurrente qui permet à l'utilisateur de se mettre d'accord avec un commerçant sur un montant, un échéancier de paiement qui sera initié en virement depuis son compte sur une durée précise avec une variabilité de montant. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas encore en Europe et qui vont venir. On peut aussi imaginer, et c'est là où l'intégration dans Visa a tout son sens, des API premium côté des banques, dans le cadre du SPA, qui est le SEPA Account Access Scheme, qui va permettre potentiellement d'avoir la capacité d'avoir des contrats de gré à gré pour avoir des expériences supérieures. Donc sur la data, ça peut être sortir simplement des données du compte courant et avoir accès aux données d'investissement, de prêts et autres. Donc ça, c'est fondamental. Et sur la partie paiement, peut-être avoir des expériences de paiement améliorées. Donc j'ai parlé du paiement récurrent, mais on peut imaginer aussi des meilleures expériences de paiement en magasin, peut-être avec des schémas d'authentification qui seraient évolutifs. Et peut-être aussi également la capacité d'aller encore plus loin dans l'interopérabilité entre les deux, en fait, puisque par exemple aujourd'hui en France, les API d'agrégation et de paiement sont différentes. En Allemagne, c'est les mêmes. Donc on peut imaginer beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une tendance du monde qui est à l'ouverture, à la plateformisation. Moi, j'ai toujours pensé que l'open banking était une opportunité fantastique pour les acteurs bancaires pour se moderniser. Il y a des systèmes legacy anciens, parfois écrits en COBOL. Ça me rappelle mes années chez BPCE à l'époque de Bearing Point. Aujourd'hui, on peut aller vers des systèmes d'API, des systèmes de plateforme et construire des écosystèmes vertueux. Donc, c'est, je pense, ce qu'on essaie de faire. Et je pense qu'il y a un volet aussi dans la DSP3 qui est intéressant, c'est la prise de conscience que c'est l'open banking, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, c'est une réalité du quotidien. Souvent, on ne se rend même plus vraiment compte qu'il y a de l'open banking derrière. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'on fait bien notre métier, que ça marche bien, que les parcours clients sont ultra fluides. Mais en tout cas, que c'est communément accepté, et ce, pas sur un pays, une géographie, mais vraiment de façon pan-européenne. Et c'est donc comment on renforce la sécurité des plateformes, des API, améliorer la connectivité, s'assurer effectivement qu'il y a le service client et la sécurité informatique autour de la plateforme fonctionne le mieux possible. Et donc le régulateur pousse effectivement pour standardiser également cette approche de fiabilisation des API qu'on utilise au quotidien.
Un mot peut-être dans la lignée de la DSP3, je pense que souvent, alors, bon, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est qu'elle est européenne. Je pense que, évidemment, j'aime beaucoup la France, je suis français, mais le problème qu'on a parfois, c'est d'être un peu trop centré sur nous-mêmes. Bon, on a des qualités, mais vrai. voilà. Donc, on a eu cette discussion européenne. Je pense qu'en effet, il faut avoir aussi l'open banking sur un prisme mondial. C'est une réalité qui se passe partout dans le monde, en fait, en réalité. Donc, aux États-Unis, c'est en plein boom. C'est d'ailleurs le premier marché de l'open banking dans le monde. Et vous êtes présent un peu aux États-Unis? Alors, pas encore, okay. Mais ça pourrait faire sens, peut-être. Donc il y a cet axe-là. Il y a également des géographies où on n'est pas présent non plus, mais où il y a des choses. Je pense à l'Amérique du Sud, je pense au Moyen-Orient. Donc clairement, enfin voilà, c'est la logique d'ouverture, de plateformisation. Donc encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre temps et puis pour cet échange vraiment très intéressant. Merci à toi. Très riche, très complet. Beaucoup, et écoutez, bonne continuation en tout cas. Merci à toi aussi. À bientôt.